Je m'appelle Mathieu Boivin. Je suis doctorant en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal, sous la direction de la co-direction de Nicole Gombé, professeure en géographie, et de Annie-Pauline Sansfaçon, de l'École de travail social. Ma thèse porte sur l'éthique de la recherche en contexte autochtone, dans une approche conceptuelle et interdisciplinaire. Je suis un jeune chercheur alloctone qui travaille depuis maintenant 10 ans avec les communautés autochtones au Québec. Mes relations avec les communautés ont commencé en 2014, alors que j'étais auxiliaire de recherche pour un projet sur les arts contemporains autochtones au Québec. La photographie sur la diapo est d'ailleurs mon premier voyage, mon premier passage dans la première communauté que j'ai visitée en 2014. Pas exactement dans le cadre de recherche, mais dans le cadre de mon débordement de ce projet de recherche-là. C'est éventuellement là que j'allais faire mon terrain de maîtrise à Waskaganish. Maîtrise en histoire de l'art, portant sur la similitude entre l'enfant et l'art et l'œuvre d'art dans l'école au Québec. Un document à lire, apparemment que c'est bien bon. Donc, je parle de mon mémoire parce que, même s'il commence à dater, je pense qu'il y a quand même des considérations qui me suivent encore aujourd'hui. Évidemment, il y a dans cette expérience-là mes premiers contacts, mes premières relations, mes premières amitiés avec des personnes autochtones. Il y a aussi dans ce voyage un accueil chaleureux et généreux, rempli d'amour, désarçonnant, un moment où j'étais vulnérable et insécure. Il y a aussi un engagement pour entendre pour entendre et faire entendre la voix des personnes que l'on met à part, que l'on sous-estime, que l'on dévalorise systématiquement et systémiquement dans notre société, celle des enfants. Ces enfants qui, lorsqu'on prend le temps de les écouter, sans leur mettre des mots dans la bouche, sans leur dire ce qui devrait les intéresser, sont d'une intelligence exceptionnelle et sont capables de nous pousser à voir le monde au-delà de notre entendement. C'est donc là que commence ma relation avec les premiers peuples. À un moment de fragilité, on m'a accueilli avec respect et amour. À un moment où je devais démontrer ma contribution à l'avancement des connaissances, ce sont les enfants qui ont démontré que l'on peut comprendre le monde d'une façon inouïe, belle, créative et absolument pertinente. Je ne vous ferai pas cette démonstration-là aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la présentation. N'empêche que il est bien de revenir à la base, et pour moi, c'est de me rappeler que l'on peut apprendre réellement de toute personne, à tout âge, en tout lieu, si on prend le temps de les écouter avec humilité, respect et amour. Lors de la présentation d'aujourd'hui, je parlerai brièvement des principes bioéthiques fondamentaux de la recherche tels que prônés par les universités nord-américaines. Je développerai ensuite mon analyse autour de certains concepts que j'estime essentiels dans une éthique relationnelle, tels que prônés par des auteurs et autrices autochtones. Je conclurai en présentant quelques recommandations pour assainir les milieux de recherche au niveau interpersonnel et institutionnel. Dans leur manuel intitulé Principles of Biomedical Ethics, publié pour la première fois en 1978, Tom Beauchamp et James Childress fixent 4 principes moraux fondamentaux pour l'analyse d'un travail clinique: l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ces principes ne sont pas nouveaux en 78. Ils héritent d'une longue tradition en philosophie, en droit et en sciences que l'on peut facilement faire remonter jusqu'au 14e siècle au moins, et qui se consolident tranquillement à partir de l'époque des grandes traversées qui ont mené à la colonisation des Amériques. Au cours du 19e siècle, on commence à mobiliser ces réflexions pour encadrer l'éthique de la recherche scientifique. De dérive clinique en dérive clinique, on resserre les règles, on les enchâsse dans des lois, dans des traités internationaux et on les peaufine. Essentiellement, les principes moraux identifiés par Beauchamp et Childress demeurent les concepts fondamentaux que l'on évoque pour encadrer la recherche lorsque l'on développe les réflexions autour de nouveaux enjeux. Le plus souvent, on les intègre à l'intérieur de ces concepts-là. Il faut attendre le 20e siècle et même la fin du 20e siècle avant que l'on commence à s'intéresser sérieusement à l'éthique de la recherche dans un contexte autochtone. Au Canada, les événements de la crise d'Oka semblent avoir été, encore une fois,
un moment de prise de conscience collective sur la réalité d'un système qui méprise les droits des premiers peuples. En 1993, la Fédération canadienne des études humaines organise une table ronde sur les peuples autochtones et la recherche en études humaines. Puis, en 1996, un comité national de l'Assemblée des Premières Nations du Canada met sur pied ce qu'on connaît aujourd'hui comme les principes de PCAP, exigeant que les données issues des premiers peuples demeurent la propriété de ces peuples sous leur contrôle, qu'ils y aient accès à leur guise et qu'ils en aient la possession physique. Ces éléments étant plutôt bien connus et accessibles, je ne m'y attarde pas. Ce qui m'intéresse réellement, c'est plutôt ce qui sous-tend ces concepts. Dans la littérature produite par les organismes et les personnes autochtones, il ressort une vaste liste de valeurs fondamentales ou de principes de base. Au fil du temps et des conversations, j'ai tranquillement fini par comprendre l'interrelation et l'interdépendance de plusieurs de ces concepts qui, bien qu'ils apparaissent parfois comme distants ou contradictoires, sont surtout plusieurs aspects d'une même chose. Le professeur en éducation d'origine Tewa Pueblo, Gregory Kayate, suggère d'ailleurs une image pertinente permettant de mieux comprendre la complexité et la diversité de ces concepts, ainsi que la dynamique entre chacun d'eux. Dans cette version d'une roue de médecine, on voit 4 vertus cardinales: l'intégrité, la participation, l'empathie et la responsabilité. Cette roue, évidemment, dans cette roue, évidemment, tout est en mouvement. C'est une roue. Tout est un processus en mouvement. Entre chacun des principes cardinaux, il y a une dimension extérieure, ouverte et offerte à l'autre, et une dimension intérieure, plus près de soi. Au cœur du processus, il y a l'espoir, que d'autres appelleraient l'amour. C'est à partir de cette image de Kayate que je vais présenter les concepts phares de l'éthique relationnelle en contexte autochtone. Je m'appuierai aussi grandement sur un document produit par Marie Tchernich pour le compte du Centre de formation Nujimyo Atusun de Wahat Makmayotenam en 1988. Les livres de Sean Wilson et de Begley Chalisa sont aussi importants dans mon analyse. Les termes ne seront pas toujours les mêmes que ceux employés par Gregory Kayate, mais comme j'ai dit plus tôt, ils sont souvent plusieurs aspects d'une même chose et ils sont interreliés. Je les regroupe en 3 termes primordiaux: la communauté, l'humilité et l'accountability, que je traduis par responsabilité et redevabilité. L'idée voulant que les peuples autochtones sont des sociétés fondées sur fondée sur la vie communautaire est devenue un lieu commun, à un point où on a souvent fait le raccourci entre les ontologies relationnelles autochtones et les mouvements communautaristes et même communistes. Or, les identités autochtones ne se développent évidemment pas en réaction ou en opposition au capitalisme. Elles existent, elles le précèdent certainement, mais surtout, elles existent nonobstant le capitalisme et le néolibéralisme. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment l'autonomie au sens autochtone se distingue de la liberté au sens libéral. C'est en assistant à une engueulade, et ne sous-estimez jamais le pouvoir et l'éloquence pédagogique d'une aînée fâchée. C'est en assistant à une engueulade que j'ai compris que l'autonomie était intrinsèquement liée à l'interdépendance. Ici, je reprends le vocabulaire de Marie Tchernich pour mieux expliquer le binôme autonomie-interdépendance. Je présente à côté, à titre indicatif, certains concepts sous-jacents à celui de liberté, tel que le construit la philosophie libérale au fil des siècles en Occident. Je ne veux pas dualiser les 2 approches, mais je veux simplement les distinguer. Je me concentrerai donc essentiellement à présenter l'autonomie. Pour Tchernich, donc, il est fondamental que l'Innu apprenne par lui-même de manière à ce qu'il ne représente pas un fardeau pour le groupe. Cela implique qu'il est de la responsabilité de chaque individu d'apprendre à se connaître lui-même, de développer ses propres façons de faire et de connaître ses propres forces et faiblesses. C'est ce que Kayate loge entre la responsabilité et l'intégrité,
et qu'il nomme réflexivité. Chacun a la responsabilité de connaître l'intégralité de sa personne et d'être intègre. Aussi, connaître ses faiblesses implique de ne pas s'y apitoyer. Au contraire, être intègre, pour être étant intègre, chacun doit s'assumer dans ses faiblesses et chercher à les dépasser en développant ses forces. Cette autonomie demande aussi d'être généreux envers eux. Il faut partager, faire profiter de ses forces et respecter la qualité et la part de chacun. Cela est lié avec la réflexivité. C'est parce que chacun a ses propres forces que je peux pallier à mes propres faiblesses. Ainsi, il y a une harmonie au sein du groupe où chacun profite à l'autre, quitte à le faire à son propre détriment. Tchernish emploie l'exemple de la chasse au gros gibier dans la pratique traditionnelle. Si on attrape un caribou, on ne peut pas le garder pour soi-même. D'une part, parce qu'on gaspillera forcément une bonne partie du don que l'animal nous a fait de sa vie. Et d'autre part, parce que la survie même des autres membres du groupe ou la survie même du groupe peut être en jeu. De même, il est probable que je me retrouve moi-même en carence dans l'avenir et que ma propre survie dépendra de la générosité et de la négation des autres. Ce principe se trouve entre l'empathie et la responsabilité dans la roue de Kayate. Pour Tchernish, chacun est libre de quitter le groupe quand il veut. Il n'est pas obligatoire, il n'a pas d'obligation autre que de respecter les règles internes du groupe et sinon de le quitter. Chez Kayate, on trouve cela entre l'intégrité et la participation, où on doit faire preuve de courage face à sa propre réalité. Cette autonomie, interdépendance n'est pas réservée au groupe humain. Comme la penseuse Anishinaabe, Leanne Betamoseke-Simpson, le souligne en 2014 dans son article Land as Pedagogy, les animaux, les esprits, les humains vivent tous en interdépendance avec la Terre et les uns avec les autres. Il est fondamental de respecter l'autonomie de chacun. Cela se vaut dans la vie en communauté et la vie en recherche est aussi une vie en communauté. Les chercheurs et les chercheuses doivent agir de la même manière. J'insiste plus amplement sur la notion d'humilité, qui est déjà esquissée dans la diade autonomie-interdépendance. Comme il a déjà été dit, la réflexivité est essentielle à la vie en communauté. Celle-ci commande de reconnaître ses ignorances et ses limites, être toujours prête à apprendre, à amender son comportement, à se transformer soi-même comme personne. Le psychologue et chercheur au Passquoyac, Cree Sean Wilson, insiste pour dire que si la recherche ne te change pas comme personne, alors tu ne l'as pas bien faite. Pour Tchernish, encore une fois, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, il ne faut pas s'apitoyer sur soi-même. Au contraire, l'humilité demande de l'autodérision. Il faut prendre le temps, il faut prendre ça avec un grain de sel et être prêt à rire de soi. Cela dit, l'humilité demande aussi de faire preuve de transparence ou d'honnêteté. Je crois que les deux termes expriment la même chose. Ici, dans la roue de Kayate, je logerai ce concept à plusieurs endroits. Dans la notion de réalité entre intégrité et participation, dans le cercle intérieur, dans la sagesse entre participation et empathie, dans le cercle extérieur, dans le partage extérieur et la connaissance intérieure entre l'empathie et la responsabilité. Autrement dit, être transparent relève à la fois d'une connaissance de soi empathique et d'un engagement à participer à sa propre réalité de façon intègre. Être transparent relève à la fois de la sagesse de reconnaître l'intelligence du groupe duquel on fait partie et de la responsabilité de partager avec eux les limites de nos connaissances, de nos expériences et de nos compétences. Enfin, l'humilité commande aussi une révérence, c'est-à-dire une connaissance, une reconnaissance et un dévouement envers le groupe qui nous accueille, nous transmet ses savoirs, voire nous permet de vivre grâce à ce qu'il nous partage. Il y a là un besoin de respect mutuel, de souci de l'autre et d'humour. Je conclue cette partie en insistant sur l'impératif de la mutualité.
Les auteurs et autrices anglophones emploient le terme accountability pour traiter de ce sujet. Je le traduis par une autre diade, celle de la responsabilité et de la redevabilité. La vie en communauté ne peut pas se faire sans que l'on travaille continuellement et perpétuellement à assurer un équilibre entre chacun des membres du groupe, avec une attention particulière pour les jeunes et les aînés qui portent les uns les relations que l'on construit, entretient ou détruit avec le monde pour les générations à venir, et les autres, l'expérience, la sagesse et la sagesse des relations avec les générations précédentes. Un équilibre entre les savoirs académiques et locaux, entre le groupe, la terre, les esprits, les animaux et le monde. Cet équilibre comprend l'interdépendance entre chacun et comprend l'enracinement local qui permet aux communautés autochtones, à leur savoir, à leur société, de ressurgir et de se régénérer. En d'autres mots, chacun est responsable d'assurer cet équilibre envers le groupe, ses savoirs et ses relations auxquelles il est redevable. Cela demande d'être intègre, soit d'avoir le courage de respecter sa personne et ses valeurs, tout autant que de respecter l'intégralité de ce qui compose le groupe, son autonomie, son interdépendance, son lien avec la terre et les esprits, l'équilibre entre les savoirs. Quand on parle de vision holistique du monde, c'est de cette responsabilité, de cette redevabilité envers l'intégralité de soi et du groupe, envers l'intégrité du monde que l'on parle. En somme, tout est lié, tout est relation. La relation n'est ni une fin ni une finalité. Elle est un processus. Elle est un processus qui se construit au fil de longues années de vie, d'amitié, d'amour profond et réel pour l'autre. La relation est un processus qui se tisse et se noue au fil des ans pour rallier l'ensemble de ce qui compose chaque personne, chaque savoir, chaque lieu en un réseau d'autonomie et d'interdépendance. Elle est un processus qui fabrique des façons d'être au monde, de connaître, de comprendre la vie humblement, avec dévouement, comme l'étoffe qui nous protège des rigueurs du climat, comme la courte pointe qui porte tout l'amour de notre grand-mère et qui nous a bordés et consolés quand on est venu au monde, comme cette couverture que l'on lèguera à nos petits-enfants avec amour et espoir. Que retenir de tout ça? D'emblée, je dirais qu'il est impératif de reconnaître le rôle de la communauté dans la recherche. Ici, je ne parle pas de la communauté de chercheurs ou de pairs, je ne parle pas que de la communauté de chercheurs ou des pairs qui évaluent nos travaux, mais plutôt de celle qui nous accueille et qui partage une partie de sa vie avec nous, et pour nous donner accès à ses savoirs, à ses façons de connaître et de comprendre le monde. Cela relève de la responsabilité, de la redevabilité, et cela demande l'humilité de la part des institutions et des individus en recherche. Cela demande aussi du temps, de prendre le temps de tisser des liens, de les chérir avant, pendant et après la recherche. Concrètement, je pense que les institutions devraient reconnaître les relations avec les terrains au même titre que les publications. C'est-à-dire valoriser et récompenser le travail fait en amont avec les communautés pour développer des projets, ainsi que le travail de restitution de savoir. Ne pas chercher à protéger, les institutions devraient aussi ne pas chercher à protéger leurs propres intérêts, leur réputation ou leur pouvoir, mais plutôt se questionner continuellement sur les moyens d'assurer un équilibre entre les relations et protéger les relations elles-mêmes. Cela demande entre autres, de toujours demander aux membres des communautés son avis, plutôt que de supposer que l'on agit pour son bien, ce qui serait paternaliste par ailleurs. Je crois qu'il est aussi essentiel de former les jeunes chercheurs et les chercheurs établis au savoir-être et à l'éthique en recherche en contexte autochtone. Pour les individus en recherche, les mêmes commentaires se valent. J'insiste néanmoins sur quelques éléments supplémentaires. Soyez humbles, honnêtes et transparents. Reconnaissez vos ignorances et vos faiblesses. Soyez reconnaissants envers ceux qui vous accueillent avec soin et amour. N'oubliez pas que vous leur êtes redevables. Soyez intègres, soyez aimants.